acteurs du milieu de la drogue. Vous allez le voir, pour tenter de démanteler les réseaux, les policiers doivent s'adapter en permanence. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le profil des consommateurs qui évolue sans cesse. Ils sont aujourd'hui de plus en plus jeunes et appartiennent à tous les milieux. Et puis le profil des dealers, des vendeurs de drogue, change lui aussi en permanence. Et il n'est pas rare aujourd'hui d'en croiser certains parfaitement insérés dans la société, avec un travail et qui revendent de la drogue pour arrondir leur fin de mois. Enfin, nous vous emmènerons en Colombie, où vous verrez comment, pour une poignée d'euros, des mères de famille se transforment en passeurs, l'estomac chargé de boulettes de drogue. Alors comment les équipes de police travaillent-elles pour lutter contre ce fléau? Pourquoi de plus en plus de jeunes consomment et deviennent accros aux produits stupéfiants? Va-t-on demain punir plus sévèrement ce trafic? Voici Police, enquête au cœur de la nouvelle guerre des drogues. La guerre contre le trafic de drogue est une bataille où il faut avoir du souffle et de la patience. Jean-Michel Colombani est le patron de l'Office central des stupéfiants. On ne pense pas à ce qu'on n'a pas pu faire, on pense à ce qu'on va faire et vraiment on est motivé pour, même si on n'arrête que 30% de délinquants, bon, ces 30% là, on les met en délinquance. Peut-être que ça donne peut-être à réfléchir aux Chaque année, les policiers réalisent en moyenne 110 000 arrestations et interpellations dans les affaires de stupéfiants. Chaque jour, partout sur le territoire, des saisies à répétition. Un travail de fourmi pour les policiers qui accumulent les démantèlements de petits réseaux. Bilan cette année, plus de 80 tonnes de drogue saisie. Tiens, les voilà. Mais tu croyais qu'on allait partir? C'est lâche cabinet, on s'en fout, hein. On l'a une, on l'a deux. 2 kilos de résine de cannabis, valeur marchande, 10 000 €. La perquisition n'est pas terminée. C'est quoi ça, la diminution? On va trouver quoi encore? On va encore trouver des choses? Vous foutez de notre gueule. Bah, c'est bien ça. Vous foutez de notre gueule. C'est quoi, monsieur, ça? C'est quoi, monsieur, ça? À qui elle est cette arme? À qui elle est cette arme? L'apparition des armes chez les jeunes dealers est aujourd'hui monnaie courante. Les trafiquants sont de plus en plus violents chaque jour. Les policiers le constatent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de luttes d'influence, de règlement de compte. On essaie de s'impressionner les uns les autres quand on n'essaye pas de s'éliminer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de coups de feu qui ont été tirés comme ça ces dernières semaines. Donc on se pose la question de savoir si cette arme n'aurait pas servi peut-être dans un de ces échanges de coups de feu. Nous sommes avec la brigade des stupes des Hauts-de-Seine qui fait route vers un flagrant délit. Il s'apprête à coincer un dealer en possession de stupéfiants. Ouais, l'auteur s'en fout, il n'y a pas le vendeur. Non, non, et il l'a repéré. La brigade des stupes est rodée à ce type d'opération. À la clé, une saisie minime mais révélatrice de l'évolution du trafic en France. Allô? On décolle? Une, c'est bon. Là, tes mains. Deux, c'est bon. C'est sécurisé. Tu bouges pas. Flagrant délit en pleine rue, une opération que la brigade des stupes maîtrise à force d'en faire. Donc c'est de la cocaïne. Des boulettes toutes plates. Des boulettes à 50 €. Aujourd'hui, la cocaïne est partout. Les trafiquants ont fait de la poudre blanche leur produit phare. 5, 10 boulettes là-dedans, 17 boulettes au total à 50 € la boulette. À la brigade des stupes des Hauts-de-Seine, on traque les petits trafiquants qui mettent en place une nouvelle technique pour appâter et fournir les jeunes, le deal à domicile. C'est le dealer à domicile. Il se déplace, ça va tous se déplacer partout sur Paris, sur le 92, dans tout le département. Limitrophe à la région parisienne, il se déplace pour livrer. C'est comme quand on veut commander une pizza, finalement on appelle. Bah, c'est aussi simple, il suffit juste d'avoir un bon numéro.
Et dès qu'on a le bon numéro, il les contacte en fait. Je te dis Chiffon ou de Caroline et Hélène. Des grands? Des grands, ouais. Du grand Caroline et un grand Hélène. Voilà. Vas-y, d'accord. À tout de suite. C'est les dealers qui donnent une petite impunité, c'est-à-dire en disant voilà, la police ne trouvera pas, mais certains codes. Et en fait, c'est tout simple parce que nous, il suffit qu'on écoute 3 personnes, si on écoute 3 personnes différentes qui disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils parlent de Caroline, ils parlent d'Hélène, et après c'est des nœuds courants dans le mode de l'héroïne, de cocaïne, tout le monde emploie ce mot-là. Et pour ce qui est de l'ecstasy, alors comment ça se passe? Alors l'ecstasy, c'est un petit peu la même chose aussi. Alors il y a différents noms, il y a l'X, j'ai déjà entendu, qui est employé. Il y a qu'est-ce qu'il y a pour les TAS aussi, pour les ecstasy beaucoup, qui sont employés, j'ai besoin de 200 TAS ou des petites pilules aussi, ils appellent ça des pilules. Ce matin, le groupe de Yann a reçu une information capitale sur un trafiquant. C'est le départ d'une nouvelle enquête qui, comme presque toujours, commence par une filature. Donc le but de la filature, c'est quoi? On va essayer de remonter son stock en fait. Et voir où il cache le produit. Voilà, voir où il cache le produit, où il va se réapprovisionner et puis... La première qualité requise pour une filature, c'est bien évidemment la patience. Le trafiquant qu'ils suivent est expérimenté, alors pour ce genre de gibier, la prudence est de rigueur. C'est quelqu'un qui est déjà parti en prison, et donc quelqu'un qui connaît bien les rouages de la police. Donc il est habitué à se faire filocher, donc c'est pour ça qu'on est super prudent en fait. Mais c'est ces personnes-là en fait qui fournissent les gars dans les cités, voilà, après c'est tout un réseau. Hein. Oui, c'est l'échelon au-dessus des cités. Voilà, c'est l'échelon au-dessus des cités, c'est un démantèlement en fait. Ça va remplicer une pyramide en fait. On est parti du bas pour essayer de remonter. Après 1h30 d'attente, la voiture du suspect est signalée par une autre équipe. On pense qu'il a été livré quelqu'un. Donc là, il y a deux véhicules qui sont au cul, donc nous on va essayer de les rejoindre. Ouais, Dorasmo, lâchez au gyro, quand vous entendrez le gyro, vous me dites, comme ça je le ferai, c'est reçu. Pour info, il n'y a qu'un feu stop, un feu arrière qui fonctionne. Le feu droit ne fonctionne pas, le feu droit ne fonctionne pas, c'est reçu. Il met son clignotant, il va tourner sur la... Je continue, vous pouvez, tu prends. Ouais, Dorasmo, c'est bon, on recolle le camion, on est derrière. Ouais, il a passé le feu orange, il continue, deuxième feu orange qui passe. Il faut du monde là. Pour ne pas éveiller ses soupçons, les policiers se relaient à tour de rôle derrière sa camionnette. Ça fait 3 feux orange que je fais devant lui, donc ramenez quelqu'un. Il fait encore un feu, putain, il a fait un feu rouge là, je suis obligé de le faire. Ouais, c'est quelqu'un, vous pouvez me rebecter Clamart Centre, vous pouvez reprendre. Ouais, ça va tirer, juste derrière moi. Là on est parti, maintenant qu'on l'a, on lâche plus là. Ouais, transmets. Et donc t'as fini les dernières infos, donc tu continues toujours sur Vendetta. Ouais, ok, c'est reçu. Ça continue tout droit. Ok, on est en visu, c'est bon. Ouais, il se stationne, il a mis ses warnings. Au cours de la soirée, la camionnette fait plusieurs arrêts, à chaque fois, une livraison de stupéfiants. Là, il a été faire plusieurs livraisons, là. Donc déjà, ça s'était établi sur les écoutes. Donc là, nous, ça nous a confirmé en fait qu'il a livré certaines personnes à certaines adresses. Et donc là, on attend la seule chose, c'est d'attendre qu'il nous conduise au stock quand il n'y aura plus de produits. Et c'est ce stock que Yann et ses collègues veulent trouver. Car à un moment ou à un autre, les trafiquants y retourneront pour se réapprovisionner. Ouais, il a continué toujours tout droit au bout, je ne veux pas nous des rues, il a continué toujours tout droit. Les heures de filature finissent par payer. Pour la deuxième fois, la fourgonnette revient au même endroit. Le stock se trouve certainement là. Dès le lendemain matin, les policiers reviennent sur les lieux. La drogue qu'ils recherchent se trouve quelque part dans le secteur. Dans leur jargon, le gardien de la marchandise s'appelle la nourrice.
c'est toujours organisé de la même façon et c'est d'ailleurs une organisation qui est assez surprenante. À savoir qu'on a les nourrices, donc ceux qui stockent le produit stupéfiant, des gens qui ne sont pas connus de la police et les nourrices peuvent être payées très très cher. Les bénéfices sont énormes. On a fait une affaire récemment, on va chez une nourrice 2 journées uniquement, je veux dire c'était pas le gros stock d'argent, et il y avait une feuille de compte sur un simple dimanche, en plus en période de vacances scolaires où il n'y avait pas grand monde dans la cité, la feuille de compte mentionnait 2 000 € de bénéfices sur la journée. De bénéfices. De bénéfices. On est allé jusqu'à 215 000 € dans un appartement. C'est un gars qui avait quel âge? C'était un type qui avait 17 ans. Pour tenter de coincer la nourrice, 2 policiers planquent dans un appartement. Ils surveillent toutes les allées et venues au pied de l'immeuble. Sous leurs yeux, un balai incessant d'acheteurs qui ressortent avec leur dose et de vendeurs qui se réapprovisionnent. Ils n'ont pas beaucoup sur place et dès que c'est écoulé, au pire si la police passe et le trouve, ça leur fait une petite perte et puis comme ça ils sont tranquilles. Le plus gros du stock est chez une nourrice, pas très loin. Ils préfèrent aller recharger plusieurs fois dans la journée. Donc c'est cette nourrice votre objectif aujourd'hui? Voilà, puisqu'on a déjà tout le reste. On a les vendeurs, on a les plans, le plan du deal, on a tout ce qu'il faut, il nous manque que la nourrice. Soudain, 2 silhouettes qu'ils croient reconnaître se présentent au pied de l'immeuble. Ouais, tu auras 2 bus là, qui vont arriver avec capuchés. C'est de voir les têtes, je peux plus les avoir. L'un des 2 suspects pourrait bien être le dealer qu'ils recherchent. Les policiers ont un impératif, localiser le hall d'immeuble dans lequel il entrera. Seulement voilà, il sort de leur champ de vision. Il leur faut donc attendre, encore et encore, sans prendre de risques. Il a disparu entre les 2 petites tours. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à voir qui il rejoint dans le hall. Pour progresser à petit pas en fait. Ah oui, parce que là, ça va faire la 3e surveillance. Vous savez que c'était entre les petites tours. Pour localiser avec précision le lieu de stockage, il se rapproche. Bon, on prend le sous, on y va, puis c'est tout. Hein. Le sous-marin est un fourgon banalisé. Les policiers peuvent ainsi voir sans être vus. On a replaté le zoom pour le département où on va interpeller. Et là, vous faites quoi? Je suis en train d'essayer de porter plaque. C'est les vraies techniques de voyous, ça? Ouais, on s'adapte. Dernier préparatif, Yann installe les cartons qui masquent les policiers embusqués dans la fourgonnette. On va faire une sorte de cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on a déjà des collègues et puis là on va s'approcher le plus près possible en fait des vendeurs. Il faut être assez imaginatif en fait, hein, ouais, on essaye. Le sous-marin s'avance au plus près du hall d'immeuble supposé abriter le gardien du précieux stock. Les policiers sont aux aguets et doivent encore attendre. Les agous. L'un des dealers débarque enfin.
Prudent, il ne rentre pas tout de suite et jette un dernier coup d'œil pour vérifier qu'il n'a pas été suivi. Pas un instant, il ne peut imaginer que les inspecteurs l'observent. C'est nous, c'est que le Tomono. Il n'y a personne pour l'instant. Il attend. Ah, ça y est, les gars. En procédant ainsi, il leur donne une information capitale, l'adresse du lieu de stockage de la drogue. Et à sa sortie, les policiers ont une bonne surprise. Il est suivi de près par un deuxième homme qui pourrait bien être la nourrice. Donc ça valait le coup d'attendre toutes ces heures dans ce moment là. Là, oui. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'identifier. Et puis après, on ira chez lui, puis on devrait tout trouver. Le lendemain matin, les stupes sont sur le pied de guerre. Le dénouement d'une longue enquête est en jeu. On va l'interpeller les personnes parce que ici, moi, le bien. Logiquement, le domicile de personne. Comment ça, le domicile de personne? Il n'y a pas de nom, il n'est pas à son nom, rien à son nom dans le domicile. Il est très très prudent pour y aller, donc on a mis pas mal de temps pour essayer de le rebecter le domicile. Et c'est un individu qui est bien connu? Oui, qui est connu, qui est dangereux parce qu'il a déjà fait la prison, il a eu une peine rallongée pour violence, et sur les écoutes, il parle d'armes. Les lieux sont brutalement investis. Les policiers sont déçus. Seule la petite amie du trafiquant est là. Reste alors à effectuer la perquisition. Ah, c'est là, yes, c'est bon ça. On sait que c'est pas toi. Du shit. La bonne pioche, elle est là. Vas-y, c'est 15 kilos, ouais. Et c'est pas fini. Ouais, produit là, le whisky, là. C'est un truc produit positif. Voilà. Là, il y a la thune. Oh là là. Oh. Attends, on n'a pas fini de toute façon. Là, c'est que le début, hein. Oh, mdou, you. On a trouvé de l'herbe. Oh là là. Oh là là. De l'herbe. C'est quoi ça? C'est des sachets de conditionnement. Après avoir découpé les baraques, ils les mettent dedans ou l'herbe. Et puis ça c'est quoi? Ah bah encore du conditionnement. Alors là c'est plus de l'assiette là, c'est déjà plus cher ça. Ah, c'est il y en a plus là. Ouais, il y en a 40 € minimum. Il y en a une bonne petite cinquantaine, centaine de sachets. Un étui d'une arme. C'est un étui. Oui, c'est l'étui d'une arme ça. Tu n'es pas au courant d'une arme par hasard? De la résine de cannabis, de l'herbe et une forte somme d'argent. Une bonne prise qui ne s'arrête pas là. À la cave, une autre découverte les attend. Plusieurs milliers de cachets d'ecstasy. De retour au service, c'est l'heure des comptes. La perquisition a été des plus fructueuses. 160, 170, 180. C'est de la super qualité ça. Donc là il y a plus de 50 du 980. Combien? 8 kg 270. Plus de 8 kilos de résine de cannabis, valeur marchande, 40 000 €. 313 grammes. 312 grammes. 3421 grammes. Pour l'ecstasy, les policiers comptent plus de 10 000 cachets, pris à la revente
100 000 €. Ouais, c'est pas bien. Il y a combien d'eau? Il y a 32 000. Pour le trafiquant en fuite, c'est une perte sèche importante. Pour les policiers, une demi-victoire. L'homme qu'ils traquent depuis si longtemps, pour toujours. Direction Marseille. Ici, il n'y a pas de banlieue. Les 150 cités sont dans la ville. Les quartiers riches se trouvent au sud. Au nord, ce sont les bars HLM où vivent 225 000 habitants. Et là aussi, malheureusement, la drogue circule. Le commandant Plaza est aujourd'hui sur un beau coup. Quartier Nord. La solidarité, c'est les 32 tours qu'on voit au fond. C'est une cité sensible. Oui. Trafiquants, caillassage, pression sur les commerçants. Les jeunes de la cité. Le commandant Plaza se dirige vers la cité de la Solidarité, où se trouve un dealer qu'il recherche depuis des semaines. Il y a des gens qui vous ont repéré, vous pensez déjà? Tout à fait. Oui? Oui. Pourquoi? Comment vous savez? Entendez, vous n'entendez pas siffler? Vous entendez? C'est quoi ce sifflement? Signale que la police est là. Vous êtes repéré là déjà? Tout à fait. Mais c'était le but. Les gamins qui sifflent sont en effet des guetteurs, des chouftes dans le jargon local. Ils ont entre 13 et 14 ans et sont payés jusqu'à 80 € la journée pour prévenir les dealers de l'arrivée de la police, ce que souhaite aujourd'hui le commandant Plaza. En provoquant leur fuite précipitée, il peut tranquillement fouiller les cages d'escalier. Ça, c'est de la résine de cannabis. Il y en a une qui en a laissé. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont partis en courant? Ils sont partis en courant, certainement, et qu'ils en ont laissé sur place. On a récupéré. Au premier étage, dans le local poubelle, nouvelle découverte. C'est des sachets de conditionnement. Donc il y a quelqu'un qui était là en attente. Quoi. Là, ce qu'on pense, c'est qu'en les faisant rentrer, ils sont allés chez leur nourrice. C'est quoi? C'est la personne qui les héberge dans l'immeuble, mais pour l'instant, on n'a pas encore identifié. Si les nourrices gardent la drogue, leur rôle consiste aussi à cacher les dealers pendant les descentes de police. Ce service rendu se monnaie en moyenne 200 € par semaine. Si tu veux, oui. La stratégie du policier, simuler une arrestation en passant les menottes à l'un de ses hommes. But de la manœuvre, faire croire aux dealers que l'opération est terminée. Pendant ce temps, 2 policiers restent cachés à l'intérieur de l'immeuble pour surveiller le retour des trafiquants. Le but de cette opération, c'était uniquement de pouvoir mettre en place notre point de surveillance sans attirer leur attention. Si vous voulez, bon, pour l'instant, on a laissé nos gars, ils n'ont pas été localisés, on a le contact avec eux. Aucun problème. 1 heure plus tard, l'officier est prévenu qu'une voiture suspecte quitte la cité de la Solidarité. C'est une voiture apparemment de location, bon, elle vient de passer devant nous, là, voilà. Une voiture d'acheteur? Oui, ça c'est une voiture d'acheteur. Tape là, Patrick. Les policiers soupçonnent ces passagers d'avoir acheté de la drogue dans la cité. On fait toujours des interceptions par derrière, j'ai oublié de vous le dire. Vous me remettez ce que vous venez d'acheter? On a mis de poche. On a mis de poche, il a acheté. Qu'est-ce que vous avez jeté, David, de poche, monsieur? Donc vous allez me remettre ce que vous venez d'acheter. Qu'est-ce que vous avez jeté? Non mais là, attendez. Qu'est-ce que vous venez de jeter? J'ai tué personne. Je ne vous dis pas vous avez tué, je vous pose une question. Répondez. Qu'est-ce que vous venez de jeter? Voilà, je vous écoute. Je vous agace pas du tout, monsieur. Je me sens, voilà. Mais vous le sentez? Qu'est-ce que vous venez de jeter, David, de poche? Voilà, je viens de poser les barrettes. Là. Combien vous avez posé les barrettes, monsieur? Je sais pas, vous me demandez, je sais rien. Mettons, si on a arrivé, ça. Vous avez payé, combien vous en avez payé? 200 €, ça fait 20 barrettes. Voilà, mais c'est tout. Répondez à mes questions. Vous les avez achetés où? Là, derrière la clinique. La Solidarité. Il s'agit bien de la cité surveillée par les policiers. Les acheteurs sont arrêtés. Reste au commandant Plaza à interpeller les dealers. Albert, on y va. Ah ouais, c'est pour ça que je commence à accélérer.
Les policiers cachés dans l'immeuble ont arrêté 3 trafiquants appelés les charbonneurs. Lève le pied, lève le pied, lève le pied. Paniqués, ils ont jeté des barrettes de cannabis répandues à même le sol. Voilà le sac. On court derrière un mec dehors, hein, Combien ils étaient? Il a été pris, Albert? C'est bon, parfait. Combien il a 400. 400. Il a au moins 500. Par rapport à ce qu'il vend, c'est une prise de. C'est ce qu'on appelle la prise du charbonneur. Hein, c'est ce qu'il a sur son. Il doit avoir environ 1 kg, un peu entre 1 kg et 1,5 kg, pas plus. Juste de l'argent. C'est la recette du début d'après-midi. On va le voir. On va le voir. Ça va être une surprise. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Un acheteur débarque. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez acheter? Vous voulez acheter, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez acheter? Comment? Oui, maintenant? Bon. Il n'y a qu'à le laisser partir. Je crois que vous pouvez y aller, monsieur. Le magasin est fermé. Allez! Attends, prenez les chauffeurs pour sécuriser la sortie et foncer le véhicule. Allez, on y va. Et pour quitter la cité, quelques précautions s'imposent. Car ici, les policiers ne sont pas bien vus, ils ont déjà reçu des pierres et des boules de pétanque. Allez, tu charges une voiture, prête à partir. N'importe laquelle, allez. Allez, vas-y. C'est bon? Allez. Les 3 délinquants présumés, 17, 20 et 21 ans, sont amenés au commissariat pour y être interrogés. C'est honnête. Il doit avoir 1,5 kg. 1,5 kg. Il a dit qu'il y a 400 € sur lui aussi. Et qu'il commençait à au début de savoir parce qu'il a quand même beaucoup de produits et peu d'argent. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Travail? Monsieur. C'est quoi? Je suis agent de sécurité. Il a tout à la chambre de chambre. Comment tu vas l'arrêter? Pourquoi? Le monde de la cité, c'est un monde qui est rude, c'est un monde de la rue. Hein. C'est du langage et un rapport de force de cité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que t'as pas fait de prison que t'as jamais été interpellé, que t'as pas fait de toi-même. C'est un peu comme une famille. Donc on joue le rôle du père et on joue le rôle des enfants. Des enfants terribles, mais bon, des enfants. Frédéric Ploquin, vous êtes grand reporter au journal Marianne et auteur de plusieurs livres, dont sur le monde policier, dont le plus récent qui vient de sortir, Le sang des caïds aux éditions Fayard, qui est le tome 3 donc d'une trilogie sur les règlements de compte dans l'œil de la police judiciaire. Un livre tout à fait passionnant et bourré d'anecdotes. Alors, quant à notre sujet, on estime à environ 110 000 arrestations pour des affaires de stupéfiants en 2008 et 80 tonnes de drogue saisies en 2008. Est-ce que c'est un phénomène qui reste urbain ou la tendance serait que ça se propage aussi à nos campagnes, je dirais? Ben, ça dépend de quelle drogue on parle. Mais d'une manière générale, toutes les drogues, le cannabis, la cocaïne comme l'héroïne, qui revient aujourd'hui en force sur le marché, ont tendance, et ça c'est vraiment un phénomène marquant depuis 30 ans on va dire, à élargir leur public. Mais ça c'est le principe, c'est-à-dire que la drogue c'est d'abord un marché et les trafiquants n'ont de cesse de gagner des parts de marché. Et la cocaïne par exemple qui était réservée à une petite élite il y a 30 ans, disons dans les grandes villes, s'est propagée dans les banlieues énormément et aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion de le voir récemment dans plusieurs affaires, jusque dans des petits bleds de la France profonde, il arrive que la police judiciaire saisisse d'importantes quantités de drogue. Ce qui signifie que la consommation s'est complètement banalisée et démocratisée. C'est vraiment la grande tendance de ces dernières années. Retour à Paris. L'Office central traque toujours le dealer en fuite, celui dont le domicile a été perquisitionné et où seule sa femme était présente. Celui-là même qui cachait toutes sortes de stupéfiants et surtout un gros lot d'ecstasy dans sa cave. L'homme en cavale est pisté par la brigade. Si les écoutes téléphoniques sont un outil indispensable,
C'est aussi un travail de longue haleine. Les policiers espèrent bien que cette surveillance finira par payer. Allô, ça se voit? Attends, 30 minutes. On s'est vu hier? Voilà, ouais. Ouais, déjà. À ce fait, hein. Et le trafiquant commet enfin l'erreur attendue. Les policiers s'invitent alors à ce rendez-vous pour le coincer. D'accord, donc on essaie de se diriger rapidement parce qu'apparemment il va faire la transac assez rapide. Le coup de fil que j'ai reçu il y a 5 minutes, qui vient de mon collègue qui vous écoute, nous indique que le client est pressé. Nous on aura un dispositif autour de la brasserie et on n'a plus qu'à accueillir en fait quand Ok, à tous de Popper, je vous explique le mode opératoire. Amstel sera la seule personne qui va mater le mec. Le top départ, c'est quand Amstel se lève. Et lorsqu'elle se lève, on le saute. Ok, on y va. Interpellation top. Pour cet homme, c'est la fin de la cavale. Les produits saisis à son domicile traduisent l'évolution du trafic et le retour en force des drogues de synthèse sur le marché des stupéfiants est un phénomène plus que préoccupant, car les premiers consommateurs sont les jeunes. Les collèges, les lycées ne sont pas à l'abri, bien au contraire, car aujourd'hui, tous les adolescents sont des clients potentiels. Une cible qui n'échappe pas aux dealers. Christelle a 16 ans, elle est élève en seconde dans un quartier chic de Paris. Une jeune fille apparemment sans histoire, qui lève le voile sur les pratiques des jeunes. Dans la plupart des établissements, on peut trouver du shit, de la bœuf, sans aucun problème, marijuana. On peut trouver aussi de la coke. Bon, faut connaître les personnes, mais enfin, le bouche à oreille, ça va vite, tout le monde le connaît. Moi, mon premier jour, j'avais 14 ans. La plupart des gens que je connais, ils ont commencé en 5e. En 5e, c'est plus 1 ou 2 joints, un midi, un soir quand ils sortent des cours. Et après, par contre, quand on passe 3e, seconde, première, terminale, là c'est plus 2 joints le matin, 4 joints le midi, puis après le soir, ça dépend à quelle heure tu te couches. S'il y a bien une caractéristique de ces dernières années, c'est le rajeunissement des consommateurs. De plus en plus tôt, le cannabis, de plus en plus tôt, l'alcool en abus ou en ivresse pathologique, de plus en plus tôt, la cocaïne. Cocaïne, j'ai essayé une fois. Et en fait, juste avant, j'avais 15 ans. Nous voyons des patients et des patientes qui, à 15 ans, nous rapportent 3 ans de polyconsommation et l'apparition de polydépendance au tabac, à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, à l'ecstasy. À 15 ans ou 16 ans, il n'est pas exceptionnel d'avoir des patients qui sont devenus dépendants de 4 à 5 substances depuis 2 à 3 ans. Cette consommation abusive touche tous les milieux sociaux. Malgré les dangers avérés connus, il n'est pas rare que certains jeunes plongent dans la polytoxicomanie. À croire que les jeunes cherchent à tout prix l'ivresse. Comme ici Julien qui fête ses 26 ans, Internet lui permet de se procurer des produits considérés par les médecins comme toxiques. On a plusieurs catégories de produits aphrodisiaques, champignons, qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins psychotropes. Et là, dans les champignons, par exemple, bah voilà, il y a toute une variété. Ces sites profitent d'un vide juridique. Les champignons aux vertus hallucinogènes qu'ils proposent ne sont pas considérés par la loi comme des drogues. Lesquels tu connais, toi, le nom ? Moi, je connais les Mexicains, qui sont assez sympas. Et je connais les Philosopher's Stones, les Magic Mushrooms Stampanesis, qui sont pas mal aussi, quoi.
ces substances ne sont pas, comme on dit, inscrites parmi les substances stupéfiantes, c'est-à-dire prohibées à la surface de la Terre. Il y a un petit créneau où c'est pas interdit, le net s'y précipite. Ça, c'est une espèce de loi de la nature. Si c'était des produits illégaux, mettons de l'ecstasy, si on commandait de l'ecstasy sur le net, là oui, on remonterait sans doute la filière du site et on trouverait, on trouve l'expéditeur, alors lui c'est du trafic de stupéfiants, là il oui, en plus, et donc il risque 10 ans d'emprisonnement, 7 500 000 € d'amende, il rentre dans un autre monde, là, le trafiquant de drogue, et là ça fait mal. Julien peut donc commander des champignons en ligne sur ce site sans vraiment se soucier de la provenance de ces produits qu'il va ingérer avec ses amis. Le panésis peut durer jusqu'à 6 heures, il est très différent des autres champignons magiques et a un bien meilleur goût. Ce psilocibe est un fort psychédélique. Et après, donc, ils mettent les effets, une montée soutenue, un état rêveur, des pensées, des expressions profondes. Les images sont floues et tordues, les couleurs et la lumière se confondent, 3 à 6 heures d'effet. Après, il y a la posologie, donc utilisation 3,5 grammes à 7 grammes frais, ça fait un trip moyen. C'est vraiment comme le site classique, tu ajoutes des trucs dans ton panier, et à la fin tu as une commande, tu mets ton numéro de carte bleue, tu as un suivi du colis, enfin ils te mettent que ça a été envoyé à telle date, et voilà, maximum 5-6 jours plus tard, c'est ça chez toi, quoi. 1 gramme, 25 €, je clique sur commande finale, donc ça se passe vraiment comme n'importe quel site de vente à distance, quoi. Hop, commande finale. Moi je pense qu'ils sont vraiment sur la vague, c'est pas vraiment interdit, c'est pas ouais, voilà, tout ce qui est pas interdit est autorisé, donc ces trucs-là ils sont pas interdits en France et on peut les recevoir. Quelques jours plus tard, Julien récupère sa commande. Voilà, il y a quoi dedans? Bah normalement, j'espère il y a les champignons que j'ai commandés, quoi. Et là tu vas les essayer? Bah ouais, on va essayer ça. Et après ça se consomme plutôt en soirée chez toi? Plutôt chez toi, tant qu'à faire, parce que c'est vrai qu'en soirée c'est un peu difficile à gérer, dire n'importe quoi, ça se prête pas forcément à toutes les situations, donc chez toi au moins on est un peu plus tranquille, quoi. Avant de tester ses champignons, il termine les préparatifs de sa soirée d'anniversaire. MDMA c'est un peu comme l'ecstasy mais en poudre, quoi. En fait, dans un ecstasy, il y a de la MDMA avec des amphés, d'autres trucs, quoi. La MDMA, c'est le produit pur, donc c'est censé être meilleur, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait comme effet? Comme effet, un peu la sensation de kiffer tout le monde, de kiffer la vie, d'être bien. Ça maintient en forme aussi, ça stimule un peu sexuellement. C'est quoi exactement? Je l'écrase quand même en cailloux. Donc les cailloux, c'est pas très digeste, et ben je l'écrase. J'écrase pour que ce soit bien en poudre, quoi. Voilà, là ça a l'air à peu près carré. La MDA est en fait un stimulant puissant qui accélère le rythme cardiaque de manière violente. Je les mets dans des gélules, faut pas la manger pure parce que c'est agressif pour les muqueuses de la bouche et tout. J'ai eu de la chance parce que c'est une pharmacienne qui les a données. Elle m'a dit, vous ne vendez pas des gélules directement vides? Elle m'a dit, si, et elle m'a donné des gélules vides. Elle m'a dit, pourquoi faire? C'est pour le cinéma? J'ai dit, non, c'est pour une soirée. Et alors? Bon, alors elle a rien dit, mais elle avait un peu intrigué au début. Elle me demandait à une collègue à elle si elle pouvait, si ça se vendait, si elle avait le droit de les vendre, qu'il n'y avait pas de problème. Des fois que je foutrais du poison dedans ou je sais pas quoi. En plus de la MDA, Julien a prévu du cannabis et de la cocaïne. En fait, la cocaïne, je fais par moment. Je fais 2 demi-grammes histoire de mieux gérer ma conso pour la soirée parce que on se rend mieux compte de ce qu'on a fait, quoi. Et là, je pense qu'elle peut passer une bonne soirée d'arraché, quoi. Ça se prend vraiment comme des champignons un peu qui pourraient faire souvent en forêt, La soirée commence par la dégustation des champignons hallucinogènes commandés sur Internet. Tu vois l'aliment pour poisson, là, l'espèce de crevette trichée, c'est un peu ça, la crevette trichée, quoi. Ces petits champignons contiennent des substances psychoactives puissantes. Leurs effets se traduisent par la perte de toute lucidité et par des hallucinations en tout genre. Mais bon pour la santé, les champignons. Et les effets ne tardent pas.
Ces jeunes ne semblent pas soupçonner les dangers de ces substances. On peut trouver des expériences très sympathiques. Sauf que si les doses sont augmentées ou que même s'il y a des fragilités psychiques très importantes avec des facteurs de vulnérabilité, on peut voir apparaître des véritables tableaux psychiques qui peuvent aller jusqu'à des bouffées délirantes avec des vraies hallucinations. La soirée bat son plein. À peine arrivés, les invités se jettent sur l'apéritif maison. Des plateaux offrent toutes sortes de substances illicites et destructrices. Maintenant, la cocaïne, c'est une drogue qui a la cote en ce moment. Ça fait là-dessus, la cocaïne. Je dirais même que c'est un accessoire de mode. Un accessoire de mode, certes, mais qui n'en reste pas moins très dangereux pour la santé. La cocaïne, comme le cannabis à son époque ou l'ecstasy, bénéficie d'une invraisemblable bonne image et d'une grande attractivité. Vous allez avoir de jeunes patients qui vont vous expliquer que la cocaïne, c'est quand même pas une drogue dure, que c'est une drogue festive, plutôt légère, et qu'on ne devient pas dépendant. Alors qu'il faut dire et répéter que c'est une drogue des plus difficiles à gérer. C'est une des drogues les plus déstabilisantes qui soient, les plus rapidement. Et là, ça commence, les effets, ça commence. Ça commence à plus sortir Chez les jeunes d'aujourd'hui, sans pouvoir être péjoratif, on assiste à un phénomène sociologique très important qui est le tout de suite. Je veux ressentir des effets majorés et tout de suite. Donc le mélange apparaît comme solution pour ce type d'effet. On sait très bien, on peut mentionner des périodes de latence de certains produits avec des jeunes qui ne supportent pas la frustration d'attendre l'effet du produit. Donc ils vont augmenter l'effet supposé qui doit apparaître de ce produit-là en prenant d'autres types de produits rapidement. Il faut que l'effet se manifeste de manière explosive. Ça, c'est ce que j'appelle un gros joint. C'est un gros joint, ça. Et pour atténuer les effets trop stimulants de la cocaïne, les jeunes fument du cannabis, tout aussi nocif. Des pratiques qui pour beaucoup commencent très tôt. J'ai commencé à 11 ans. Il y a 11 ans. C'est intéressant. Un mec qui était plus grand que moi, j'étais en 6e. J'entendais parler de bédo, je savais pas ce que c'était, je savais pas comment rouler, je savais pas quelle forme ça avait. Je suis arrivé, on m'a appelé, j'ai fumé mon premier joint. Et depuis ce jour-là, de l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, ça fait vrai. Récemment, depuis près d'un an, j'ai pas fumé avant de dormir. C'est bien ça. J'ai pas dormi. Il est là le problème. C'est là que ça devient inquiétant. En aparté, l'un des camarades de Julien, qui lui vit en banlieue, nous donne son point de vue sur les joints, les bédos dans leur jargon. Les gens ils fument pour s'évader, donc ils fument du bédo. Et à force de fumer des bédos, ça fait plus rien. Donc après les bédos ils passent à quoi? Ils passent à la carte. Parce que dans leur vie il y a aucun plaisir. Donc le seul plaisir c'est soit l'alcool, soit la drogue. Vous voyez, pour s'évader. Tout le monde a envie de s'évader. Hein. On est à la télé, on voit les gens qui roulent en Ferrari, nous on est bloqués en bas des tours. Alors voilà, on fume. Et je sais que j'en ai vu qu'on fumait et qu'on terminait mal parce qu'après ils sont passés à autre chose. Pour quelle occasion tu prends des extasies en fait? J'en prends parce que quand je vais en boîte de nuit au lieu de boire une bouteille, ça coûte 120 €. On est d'accord? 150. Je prends un ecstasy, c'est 10 €. Ça fait l'effet, je ne paye pas l'alcool. Et quand je dis 10 € l'extase, 120 € la bouteille, le choix est vite fait là. Ce jeune homme n'est pas le seul à faire le choix de l'ecstasy. Malheureusement, cette drogue particulièrement dangereuse et addictive revient à la mode. Banlieue de Rennes, une free party de 20 000 personnes. Un petit paradis pour les amateurs de techno-musique, moyenne d'âge entre 15 et 25 ans. Les rave parties ont mauvaise réputation, on y trouve et on y consomme toutes sortes de produits stupéfiants, et l'ecstasy est la drogue la plus consommée. Et alors ça sert à quoi? Un peu missionnage. Ça sert à se défoncer. À se droguer, oui. C'est quoi exactement? Il n'y a pas là-dedans? Ah voilà, tout de suite c'est pas intéressé qui arrive. Donc c'est comme c'est la pilule. Pour tous ces produits, le prix n'est pas très élevé. Francis Caballero est avocat, c'est un expert du trafic de stupéfiants.
C'est devenu un phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a des consommations massives qui entraînent des rassemblements massifs de gens qui, eux, voient ça de manière festive et que le pouvoir voit de manière délinquante. Vous pouvez réprimer 3 usagers qui passent sur les Champs-Élysées avec un pétard, donc là vous les interpellez, vous dites ce que vous faites, etc. Là c'est possible, les policiers. Mais quand vous en avez 15 000, tous d'accord pour prendre ces produits, tous d'accord pour les acheter et pour les vendre, on dit personne ne fait d'incident. Si vous voulez, c'est un crime sans victime, tout le monde est d'accord pour les acheter, tout le monde est d'accord pour les vendre. Un crime sans victime, et pourtant il arrive que certaines de ces fêtes tournent au drame. Un jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort dans sa voiture lors d'une rave party à Rennes. Si la piste criminelle semble écartée, les policiers n'excluent pas une éventuelle overdose. Depuis peu, certaines drogues dures que l'on croyait disparues sont de retour. C'est le cas du LSD, un hallucinogène puissant. C'est quoi ça en fait? Ça s'appelle de la gélatine. C'est quoi la gélatine? C'est du LSD puissant. C'est bon. Et en fait, un quart de ça suffit pour 4 personnes ça. Ouais, c'est mieux en demi quoi, mais on va être tranquille, ouais. Avoir le sourire et tout. Nickel. Un petit morceau de cette gélatine déclenche des hallucinations si fortes qu'elles provoquent souvent des troubles psychiques irréversibles. Les free parties sont des endroits rêvés pour les dealers, des individus peu scrupuleux qui n'ont qu'à répondre à la demande. Une offre qui ne manque pas de choix. L'un d'entre eux essaie de nous vendre de l'opium. Allez bien? Ouais, il est quand même. Tu veux avec de l'allure? Avec de l'allure, c'est le job. Un quart de gramme sur speed, un demi-gramme c'est calme. Ouais. Ça va pour 12 heures à peu près. 12 heures? Ouais. Tu vas aller danser toute la nuit, ça la passe quoi. Pour certains, la teuf s'arrête plus tôt que prévu, c'est l'écroulement. Pour les autres, la fête continue jusqu'au petit jour. Les amphétamines et les extasies qu'ils ont avalées pendant plus de 48 heures leur permettent certes de tenir, mais souvent dans des états inquiétants. Médicalement, dans un état d'épuisement, de déshydratation avancée et d'hyperthermie, ces jeunes soumettent leur corps à des traumatismes qui vont dans certains cas jusqu'à la mort. À la clinique Montevideo de Boulogne-Billancourt, le professeur Lovenstein travaille sur le comportement des jeunes face à la drogue. Il y a une dégradation physique plus importante et plus précoce en 2007 qu'il y avait par exemple en 1987. Qu'en 20 ans, les jeunes, si j'ose dire, se mettent plus facilement minables. Et c'est vrai qu'on a plus de gens maintenant qui sont dans les rangs, qui sont dans des mécanismes festifs où ils vont pas dormir pendant 5 jours, 6 jours, pas forcément très bien manger non plus. Et j'ai plus l'impression que, encore une fois, ces consommations sont quand même plus violentes en termes de conséquences en 2007 qu'en 1987. Direction Montpellier, la ville étudiante par excellence. 75 000 jeunes y font leurs études. Alors ici, les bars et les discothèques sont un bon business. Malheureusement, le monde de la nuit draine aussi les excès en tout genre et la drogue est un véritable fléau. C'est une ville quand même qui est réputée pour être festive, étudiante, donc on a déjà toutes les drogues dites festives, cocaïne, ecstasy. C'est vrai qu'on est une ville où c'est la fête quoi, en permanence. Donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de ça pour faire la fête. La clientèle est nombreuse. Il faut dire que la situation géographique de Montpellier favorise tous les trafics. On est sur la route de la drogue, hein. Autoroute A9, l'Espagne d'un côté, la Hollande de l'autre. C'est un des maillons de la chaîne. Une cinquantaine de réseaux démantelés l'année dernière.
Plus de 70 kilos de drogue saisie, la moitié des gros dossiers du commissariat concernent les stupéfiants. Ah, nous, on en a toutes les semaines. Hein. On a en moyenne par mois en garde à vue, si on va faire le tri, entre 25 et 30. Ouais. Entre 25 et 30 garde à vue pour les stupéfiants ? Ouais, par mois. Pour casser cette spirale, la brigade des stupéfiants s'attaque aux vrais responsables, les trafiquants. Perquisition dans une cité, chez l'une des présumées têtes de réseau d'un vaste trafic d'héroïne. L'homme est sous surveillance depuis plusieurs mois. Écoute téléphonique, photos, les enquêteurs ont de quoi le faire tomber. Reste à trouver la drogue. Ça fait combien de temps que vous êtes en enquête ? 4 mois, 5 mois, là, c'est hein, on est combien de temps 4 mois. 4 mois. Ah ouais, donc vous pourriez être déçu, quoi. Oui, s'il n'y a rien, oui, c'est sûr. La perquisition de l'appartement ne donne rien. Mais les enquêteurs ne s'avouent pas vaincus, ils passent l'immeuble au peigne fin. T'as quelque chose là ? Chaque recoin des parties communes peut être une cache. Après 1 heure de recherches infructueuses, premier résultat. Oui, c'est un vol, un petit taureau, une balance. Des où ? À l'intérieur, au-dessus, dans un petit renfoncement. Vous avez combien de grammes là en tout ? Une cinquantaine de grammes, je pense. C'est bien ? 50 ? C'est pas extraordinaire, mais ça permet de matérialiser le trafic, surtout ça qui est intéressant. Preuve concrète, quoi. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Vous pensez qu'il y a encore d'autres endroits ? Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser ? Parce que c'est leur intérêt de planquer un peu partout. Comme ça, si on trouve une petite quantité, en espérant qu'on s'arrête là, qu'on s'intéresse plus à autre chose, et que d'autres quantités soient cachées, tout simplement. La prise reste maigre. Pourtant, les policiers sont convaincus que la réserve du trafiquant est bien ici, cachée quelque part. 2 clés de voiture trouvées à son domicile les interpellent. Ça, ce sont les 2 clés qu'on a trouvées avec la cam. Quelle clé passe sur quelle voiture ? Et la cam. Et la cam. Et la cam. Tu arrêtes de reprendre. Non, c'est pas. Tu persistes la vie, peut-être pas à toi. L'homme capitule. Il leur indique l'emplacement de sa voiture. Un chien flaire les moindres recoins. Toujours rien. Mais voici qu'il se dirige vers un autre véhicule. Il appartiendrait à cet ami du suspect. Les policiers l'amènent sur place pour procéder à la fouille de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une dizaine de paquets de drogue, à peine dissimulés dans le coffre. Oh, c'est bon, c'est bon les mecs. Oh, je te paye le champagne, Olive. Olive, je te paye le champagne. C'est bizarre parce qu'on s'amuse à planquer dans les recoins, mais ils cachent finalement dans une voiture. Une voiture pourrie qui n'attire pas l'attention. C'est pas du shit, c'est de la boue. Non, mais là, c'est pas du shit. C'est de l'héros. C'est de l'héros. Bah ouais, c'est de l'héros, hein, Olive. Donc ça fait 7 kilos d'héroïne. Ouais. Là, c'est un gros coup, là. Oui, là, c'est un bon coup, là. C'est pas mal. C'est des mois d'enquête récompensés. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui. Non, c'est pas moi. Pourquoi? Moi, je donne la voiture à quelqu'un, moi. La journée, elle commence super bien. Je trouve rien chez moi, là. Elle commence super bien. C'est jamais moi. Je t'adore. Valeur de la marchandise à la revente, environ 200 000 €. Les preuves sont accablantes, mais les 2 suspects nient tout en bloc. Ok. Avez-vous vendu de la drogue là? Moi? Ouais. Je vends pas, moi. T'as jamais de ta vie vendu de la drogue? Non, Non, attends. Est-ce que tu vends de la drogue ou pas? Non, je vends pas. Tu n'as jamais vendu de la drogue? Je vends pas. La voiture, la Clio où il y avait la drogue, Ouais. à qui elle appartient? C'est pour tout le monde, ça. C'est pas pour moi. C'est pour lui, là. Pourquoi elle prend ma voiture, elle va y partir, là? Nous, on a des écoutes depuis 4 mois. Donc, on sait pertinemment qu'il va à la voiture, c'est là qu'il va chercher le produit, par rapport aux écoutes. Donc, c'est des voitures qui posent sur des parkings comme ça, qui se font des planques, et ils se servent sur ces voitures-là. Donc, il y a des surveillances, il y a des photos comme quoi ils sont allés sur cette voiture. Donc, vous avez des preuves que la voiture est allée exactement. Ah, lui, il va soutenir Monticus, que c'est pas la sienne, bien évidemment. Donc, le RMI, t'as touché combien ce mois-ci?
Combien tu touches par mois? Je touche 387. Le RMI, 387 €. Et comment tu fais? Des revenus bien trop modestes pour justifier l'importante somme d'argent trouvée chez lui. Oui, là, plus de 13 000 €. Donc, c'est pas avec les APL RMI qui est arrivé à cette somme-là, ou alors il est vraiment économe. Jugés dans quelques mois, les deux trafiquants présumés risquent jusqu'à 10 ans de prison ferme. La brigade des stupes de Montpellier démantèle chaque année 5 à 6 réseaux de cette ampleur. Des victoires certes, mais de bien courte durée. Voilà. Là, on a quand même coupé, on a fermé un robinet sur un secteur de Montpellier, sur le plan Cabane, quand même là, et ça va être beaucoup plus compliqué pour les acheteurs, en tout cas, d'aller s'approvisionner, en tout cas en héroïne. C'est vraiment quelqu'un qui était important, qui était quand même connu. Ça va créer une pénurie. Voilà. Pendant un certain temps, le vide sera rapidement comblé. Et ce qui inquiète aujourd'hui les experts, c'est l'arrivée d'une nouvelle drogue sur le marché des stupéfiants. Un produit plus dangereux que tous les autres, appelé méthamphétamine. Don Vela est psychiatre, expert de ces nouvelles drogues. La méthamphétamine apparaît à l'heure actuelle comme le plus grand danger au niveau des toxicomanies et au niveau de la drogue de synthèse. La méthamphétamine agit instantanément sur le cerveau et rend esclaves ses consommateurs dès la première prise. Ça te permet de garder longtemps ton produit à l'intérieur. Des fois, je n'ai pas dormi 5 jours. De toute façon, je savais déjà qu'à partir de 5e jour, tu as les veines qui tirent de n'importe où sur le corps. Et tu as les yeux qui picotent, tu ne peux plus ouvrir tes yeux. Les méthamphétamines sont des produits qui s'appellent déjà en acide très immédiat. C'est les médicaments qui ont automatiquement un effet vraiment sur la versant de désinhibition très forte, avec violence, avec des manifestations parfois hallucinations, avec une impulsivité et des passages à l'acte de type agressif vraiment très importants. Elle déclenche une agressivité très importante, comme ici ce vétéran du Vietnam qui, lors d'un contrôle de police, disjoncte. La scène est filmée par la caméra embarquée dans la voiture du policier. Come on back. How you doing today? Good. Come on back here. Keep your hands on your pocket. Keep your hands on your pocket, sir. Sir. You goddamn it! Here I am. You my fucking ass. Come here. Sir, come here. 37 Radio Center. L'homme ne répond à aucune des injonctions de l'officier. Il adopte une attitude étrange et son agressivité devient inquiétante. No! Get back! Fuck you! Sir, get back! No! I'm telling you now! Get back, sir! Sir, get back! Fuck you! Sir, get back now! Get back! Get back! Get back now! 1078, Radio 1018. Soudainement, il retourne à son véhicule pour saisir un fusil d'assaut. Pour se protéger, le policier se réfugie derrière son véhicule. Il reçoit une balle dans l'abdomen, une autre dans l'épaule. Malgré tout, il tente de toucher son agresseur pour le neutraliser. Pour seule réponse, l'homme revient et l'achève froidement, un acte fou dû à la prise de méthamphétamine. Le meurtrier prend alors la fuite. Il sera arrêté le lendemain et condamné à mort 2 ans plus tard. Washington, la DEA, l'agence spécialisée dans la lutte contre le trafic, est préoccupée par les ravages que provoque cette drogue. L'agent spécial Rusty Payne est un expert de la méthamphétamine. Tout le monde prend de la méthamphétamine. Il n'y a pas de profil type dans les campagnes, les hommes, les femmes, dans les grandes villes, même les mères de famille.
Quand vous commencez à prendre cette drogue, avant d'être totalement dépendant, ça vous aide à vous sentir bien, à rester éveillé. C'est un excitant. Ça vous aide à passer la journée. Quand vous commencez à être accro et à consommer souvent, tout votre corps se dégrade et très rapidement. Véritable poison, elle détruit ses consommateurs à petit feu et accélère leur vieillissement. En 8 ans de prise régulière, cette femme a vieilli de 20 ans. À cette autre femme, il n'aura fallu qu'1 an et demi pour devenir méconnaissable. Si cette drogue fait de tels ravages, c'est à cause de la toxicité de ses composants. Démonstration au laboratoire central de la DEA, le plus important au monde en matière de stupéfiants. C'est ici qu'on étudie les composants des nouvelles drogues et certains produits qui composent la méthamphétamine sont terrifiants. Acides solvants en tout genre, carburant et même des produits pour déboucher les lavabos, autrement dit, une recette mortelle. Centre d'entraînement du FBI, où les agents spéciaux sont préparés aux nouveaux dangers des drogues de synthèse. La toxicité extrême de certains composants nécessite des techniques d'intervention particulières. Nos agents spéciaux reçoivent une formation qui leur permet d'intervenir lors de démantèlement de labos clandestins. Ils apprennent à fabriquer de la méthamphétamine. Cela fait d'eux de meilleurs enquêteurs sur le terrain. Ils se familiarisent avec des équipements spéciaux nécessaires à ces opérations pour être prêts quand ils interviennent. La découverte de petits laboratoires clandestins installés chez les particuliers se multiplie. Pour le seul État du Colorado, plus de 1000 laboratoires comme celui-ci ont été découverts en moins de 4 ans. Autre danger, le caractère explosif des composants utilisés. On ne compte plus le nombre d'explosions et les victimes. De véritables drames. À New York, le patron de la DEA est préoccupé par le phénomène. Pour un investissement de $700, vous pouvez gagner entre 13 et 15 000 $ pour chaque kilo produit. Les profits sont énormes. Nous avons 86 bureaux étrangers dans 62 pays. Nos enquêtes commencées à New York nous emmènent aux 4 coins du monde. Des enquêtes internationales qui concernent aussi la France. Bruno, policier à l'Office central des stupéfiants, est un expert de la méthamphétamine. C'est un phénomène qui, pour l'instant, en France, est assez marginal, mais on n'est pas à l'abri. Personne aujourd'hui n'est en mesure, en tout cas, de dire si c'est une drogue qui va se développer en France. J'espère que nous, en tout cas, nous travaillons dessus. 1er juin à 13 ans, on l'entend dans le document, première ligne de cocaïne à 14 ou 15 ans. Il y a quand même une frontière qui a été passée. Est-ce qu'on est dans un phénomène de banalisation à l'extrême? Qu'est-ce que... Moi, j'ai l'impression que les jeunes auxquels je parle, moi, ne se rendent absolument pas compte des dégâts que ça peut commettre. Et bon, ce sont des victimes d'un marché qui ne cesse de progresser. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais la Colombie et les pays voisins de la Colombie multiplient aujourd'hui la production. D'accord, la production ne cesse de cocaïne là-bas ne cesse de monter. Le marché nord-américain, pardon, est saturé. C'est ça le problème, en fait, c'est qu'ils n'arrivent plus à écouler, parce qu'en fait, bon, ils en ont écoulé le maximum, mais ils continuent à produire. C'est un problème mercantile simple. Et donc, depuis 4-5 ans, c'est l'Europe qu'il cible un maximum, en passant beaucoup d'ailleurs par l'Afrique noire, les ports d'Afrique noire. Donc, ça traverse comme ça l'Atlantique. Après, ça remonte vers l'Europe. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir des consommateurs de plus en plus jeunes au bout de la chaîne.
Oh, façon de merde. Héros au corps, certainement. Business is business, qu'est-ce que tu veux?